On se pose aujourd'hui une question qui ressemble un peu à une énigme financière. Comment est-ce qu'une copropriété peut décider d'augmenter massivement ses dépenses en sécurité, en maintenance, bref, de se professionnaliser, tout en réussissant ce tour de force de ne quasiment pas augmenter les charges pour les résidents? Pour y voir plus clair, on a sur la table des documents assez fascinants. Le principal, c'est un rapport financier pour 2025, avec une proposition de budget pour 2026. Tout ça a été préparé par une société de gestion, MBD Gest, pour une copropriété qui s'appelle Horizon. Et à côté de ça, on a une note, plus courte, qui vient éclairer le mécanisme clé de toute l'opération. C'est la gestion de ce qu'ils appellent les recettes extraordinaires. Et notre mission, c'est un peu de démonter cette mécanique. Parce que derrière les chiffres, il y a une vraie stratégie. En fait, c'est un cas d'école, quoi. On va voir comment une nouvelle administration justifie une hausse budgétaire qui, sur le papier, a de quoi faire peur. Et surtout, comment elle met en place une astuce pour que l'impact soit quasi indolore pour le portefeuille des copropriétaires. C'est autant un tour de force financier qu'une opération de communication très délicate. Alors, plongeons dedans. Le premier élément qui saute aux yeux dans le rapport de MBD Gestion, c'est une précision de calendrier. L'administration actuelle, elle n'est en poste que depuis juin 2025. Ah oui. Leur rapport ne couvre donc que 6 mois de leur activité. Ce n'est pas juste un bilan annuel, c'est vraiment le récit d'une prise de contrôle. Absolument. Et le langage qu'ils utilisent est très, très révélateur. On lit des expressions comme période de transition et de consolidation, Oui. connaissance progressive de la réalité globale, ou encore ma préférée, dynamique opérationnelle complexe. C'est une façon très polie, très diplomatique de dire on a hérité d'une situation compliquée. Laissez-nous le temps de mettre de l'ordre, c'est un peu ça. Exactement. Ces 6 premiers mois n'ont pas été une simple gestion, ça a été une phase de diagnostic intensif et de remise à plat des procédures. C'est une manière de préparer le terrain pour ce qui va suivre. Et justement, ce changement, on le voit tout de suite dans leurs premières actions. La liste des contrats de maintenance qu'ils ont mis en place en urgence, elle est vraiment éloquente. On parle du système de détection incendie, de la maintenance du générateur de secours, l'assurance de la copropriété. Sans oublier les systèmes d'eau chaude sanitaire qu'ils appellent AQS, la vidéosurveillance CCTV et le portier vidéo. Chaque point de cette liste, c'est une case qui était probablement vide avant. C'est ça. On ne parle pas de confort là, on parle de fondamentaux. Ne pas avoir d'assurance pour une copropriété, par exemple, c'est comme faire du trapèze sans filet. C'est une bonne image. Ça peut bien se passer pendant des années, mais le jour où il y a un problème, ce n'est pas une simple chute, c'est une catastrophe financière pour tout le monde. On sent qu'ils ont fait un audit des risques et qu'ils ont agi en priorité sur les points les plus critiques. Mais tous ces contrats ont un coût, évidemment. On peut se demander si l'ancienne administration cherchait juste à faire des économies ou si c'était de la négligence. C'est difficile de juger sans avoir leur version des faits. Mais ce que les documents suggèrent, c'est un changement de philosophie radical. Le rapport parle de mitigation de risques opérationnels. Voilà, c'est le terme. On passe d'une gestion qu'on peut imaginer réactive, on attend que ça casse pour réparer, à une approche préventive et structurée. C'est la différence fondamentale entre gérer au jour le jour et piloter un actif immobilier sur le long terme. En se conformant à la loi aussi. Et en se conformant aux obligations légales, tout à fait. C'est un pari sur l'avenir. Dépenser un peu aujourd'hui pour éviter de payer beaucoup, beaucoup plus cher demain. D'accord. Donc il pose une nouvelle norme de professionnalisme. Mais tout ça, ça a un coût. Est-ce que les comptes de 2025 montraient qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions ? Jetons un œil à la photo financière de la situation qu'ils ont trouvée. Alors, pour leur semestre de gestion, donc de juin à décembre 2025, les dépenses courantes se sont élevées à un peu plus de 108 000 €. Les plus gros postes sont assez classiques. Le nettoyage pour environ 15 000 €, le service de portier pour 13 000. Et les frais d'administration eux-mêmes pour près de 14 000 €. Exact. On voit aussi des coûts de consommation importants pour l'eau et l'électricité. Ça dépasse les 10 000 € chacun, ce qui donne une idée de la taille de l'immeuble. Et en termes de trésorerie, la situation semble plutôt saine à première vue. À la fin de l'année, la copropriété a un solde positif de 44 703 €. C'est confortable. C'est confortable, oui, mais le diable se cache dans les détails. Le rapport précise que tous ces fonds sont sur un unique compte bancaire. Ah, d'accord. Ça peut paraître anodin, mais c'est un signe fort de transparence et de simplification. C'est beaucoup plus facile de suivre les flux et de rendre des comptes quand tout est centralisé. C'est une autre marque de cette volonté de normalisation dont on parlait. Mais il y a une ombre au tableau, un point de vigilance. Les charges impayées. Elles s'élèvent à près de 17 000 € fin 2025. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien du tout.
Ça représente plus d'un tiers de la trésorerie disponible. C'est un point absolument crucial. Le rapport mentionne d'ailleurs un effort significatif pour récupérer ces sommes. Et c'est un enjeu double. D'abord, bien sûr, c'est un problème de trésorerie. C'est de l'argent qui devrait être dans les caisses. Logique. Mais c'est surtout un problème d'équité. Quand certains ne payent pas, ce sont les autres qui, d'une manière ou d'une autre, finissent par compenser. Gérer fermement les impayés, c'est envoyer un message fort. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est un préalable indispensable pour la suite. On y arrive, justement. On arrive au cœur du réacteur, la proposition budgétaire pour 2026. Et là, attention les yeux. Le budget pour 2025, c'était 150 074 euros. La proposition pour 2026, c'est 193 554 euros. Ouf! C'est une augmentation de plus de 43 000 euros. On parle d'une hausse de presque 30%. Comment est-ce qu'on peut présenter ça à une assemblée de copropriétaires sans déclencher une émeute? C'est toute la question. C'est une question de présentation et de justification. Un chiffre pareil, balancé sans explication, c'est la garantie d'un rejet massif. Mais leur approche est très habile. Ils ne présentent pas ça comme une augmentation, mais comme un ajustement à la réalité. D'accord. Leur argument principal, c'est que le budget précédent était sous-évalué et qu'il exposait la copropriété à des risques techniques, opérationnels et juridiques. Et ils le prouvent avec des exemples très concrets. Dans le tableau qui compare les deux budgets, on voit apparaître des lignes de dépenses qui n'existaient tout simplement pas en 2025. C'est ça. On a parlé de l'assurance de la copropriété, 4 770 euros budgétés, la maintenance de la vidéosurveillance, 3 000 euros. Ce ne sont pas des petites sommes qui sortent de nulle part. Exactement. Ils ne disent pas « on veut dépenser plus ». Ils disent « voici ce que ça coûte réellement de bien gérer cet immeuble et d'assurer votre sécurité ». C'est un budget de vérité en quelque sorte. Un budget de vérité, j'aime bien l'expression. C'est une stratégie de communication audacieuse, parce qu'elle repose sur la capacité des copropriétaires à comprendre cette logique préventive plutôt que de réagir uniquement aux chiffres bruts. Audacieux, c'est le mot. Mais même avec la meilleure justification du monde, la question demeure, qui va payer? Comment on finance 43 000 euros de plus sans faire exploser les charges? Et c'est là qu'intervient le tour de magie. Une ligne qui apparaît pour la première fois dans le budget 2026. Recette extraordinaire avec un montant prévisionnel de 43 000 euros. Pile poil le même montant. C'est presque trop beau pour être vrai. Et c'est là que notre deuxième document, la petite note sur ces fameuses recettes, éclaire toute la stratégie. Cet argent, il ne tombe pas du ciel. Il provient de deux sources bien précises. Lesquelles? La consommation d'eau chaude sanitaire, AQS, pour 35 000 euros, et les recharges de véhicules électriques pour 8 000 euros. Attendez, donc il crée une nouvelle source de revenus à partir de rien? Ou c'est juste un tour de passe-passe comptable? C'est plus subtil que ça. Ce n'est pas un nouveau revenu pour la copropriété au sens propre, c'est une refacturation. Ils isolent un coût qui était avant noyé dans la masse des charges communes et ils le rendent visible et directement attribuable à ceux qu'ils génèrent. D'accord, je vois. Le principe est résumé par une expression portugaise dans le document. Paga quem consomme. Ce qui veut dire? Le consommateur paye. Autrement dit, celui qui consomme paye. Ah, je vois. Donc, au lieu de répartir le coût total de l'eau chaude sur tout le monde en fonction des mètres carrés de chacun, on facture chaque appartement en fonction de sa consommation réelle. C'est un changement de paradigme complet. C'est une révolution, à l'échelle d'une copropriété, et ça rejoint l'objectif de promouvoir une plus grande équité mentionnée au début du rapport. Bien sûr. Une personne seule qui fait attention ne subventionne plus une famille nombreuse qui prend des bains tous les jours. Quelqu'un qui n'a pas de voiture électrique ne paye plus un centime pour l'électricité de la bande de recharge de son voisin. C'est défendable sur le plan de la justice, et c'est ce qui rend l'astuce budgétaire acceptable. Mais concrètement, comment ça se met en place? Pour les voitures électriques, on imagine un système de paiement par carte, mais pour l'eau chaude, dans des centaines d'appartements, ça implique d'installer des compteurs individuels partout, non? Ça doit représenter un investissement et une logistique assez lourds. C'est une excellente question, et c'est souvent là que ce genre de projet achoppe. Le document ne détaille pas la mise en œuvre technique, mais il suppose qu'un système de comptage individuel est soit déjà en place, soit va être installé. Oui, il y a un coût d'investissement initial, mais cet investissement, il est souvent amorti assez vite. Comment? Monde au final. C'est fascinant. Alors, faisons le calcul final. Reprenons les chiffres pour voir l'impact net de toute cette opération.
Le total des dépenses prévues pour 2026 est de 193 554 euros et 22 centimes. De ce montant, on soustrait les 43 000 euros de recettes extraordinaires, qui sont en fait des coûts qui sont sortis du pot commun pour être facturés individuellement. Le coût net qui reste à supporter par les charges communes est donc de 150 554 euros et 22 centimes. C'est incroyable. Et voilà. On compare ce chiffre au budget de l'année précédente, qui était de 150 074,32 euros, et l'augmentation nette est née que de 479,90 euros, pour l'ensemble de la copropriété sur toute l'année. Attendez, moins de 500 euros pour tout le monde? Exactement. En pourcentage, ça représente une variation de seulement plus 0,32%. On est passé d'une augmentation apparente de 30% à une augmentation réelle quasi nulle. C'est une opération blanche. C'est un véritable coup de maître. Ils ont réussi à financer une mise à niveau drastique des services de sécurité et de maintenance, à rendre la répartition des coûts plus juste, et tout ça sans que les résidents ne voient quasiment aucune différence sur leur appel de charge de base. Sur le papier, c'est une stratégie financière brillante. La communication est claire, la logique est implacable, mais attention, le diable se cache toujours dans les détails de l'exécution et de la perception. C'est-à-dire? La communication lors de l'Assemblée générale devrait être impeccable. Si un seul résident a l'impression qu'on le facture 2 fois ou que le nouveau système de comptage n'est pas fiable, C'est sûr. toute cette belle construction peut être mise à mal. La confiance, c'est la clé. Pour résumer, cette analyse nous montre comment une hausse budgétaire qui semblait explosive a été rendue non seulement acceptable, mais aussi plus équitable. La solution ne venait pas de coupes dans les dépenses, bien au contraire, mais d'une restructuration intelligente des revenus, en faisant basculer certains coûts d'un modèle mutualisé à un modèle utilisateur-payeur. L'équation financière est brillamment résolue, c'est indéniable. Mais cela soulève une question plus profonde, une question à méditer pour la suite. Laquelle? Quel pourrait être l'impact social de ce changement? Comment les résidents vont-ils réagir sur le long terme à ce nouveau modèle pour un service aussi essentiel que l'eau chaude? Un service qui était auparavant perçu comme une ressource commune, incluse dans le loyer entre guillemets. C'est vrai. Ce modèle, bien que financièrement plus juste, pourrait-il créer de nouvelles tensions, de nouvelles discussions sur la nature des ressources partagées au sein d'une communauté? C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre dans la vie de la copropriété Horizon?